Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Zeller pour son invitation, ainsi que la Société d'Histoire de Lyon. Et je vous remercie également de vous être... C'est tout? Pardon, merci. Je vous remercie également de vous être déplacés si nombreux pour m'écouter. Avant de se pencher sur le fonctionnement du Collège de médecine de Lyon, j'aimerais revenir sur ce qu'est un collège de médecine à l'époque moderne. Si j'arrive à faire fonctionner le diaporama. Donc pour cela, je vais partir d'une citation de l'avocat médecin Jean Verdier, qui était lui-même membre d'un collège de médecine, celui de Nancy. Les collèges de médecine sont des sociétés qui participent aux fonctions et aux droits des facultés. Ils ne sont composés que d'agrégés. Donc premièrement, les collèges sont des sociétés, c'est-à-dire des communautés qui sont aussi connues sous l'appellation de collèges, et cela particulièrement dans le contexte de l'exercice d'un art libéral tel que la médecine. Donc un collège de médecine, c'est une petite communauté homo-professionnelle qui rassemble au maximum une trentaine de médecins diplômés qui sont recrutés selon des modalités que nous détaillerons prochainement. La définition de Jean Verdier, bien que restrictive, est pourtant porteuse d'une constatation. Les collèges sont institutionnellement subordonnés aux facultés. Donc, malgré cette subordination, ce ne sont pas les facultés qui sont à l'origine des collèges de médecine, mais bien les médecins diplômés. Donc, les facultés sont premières dans le système hiérarchique médical. Elles enseignent, elles confèrent des degrés et exercent un contrôle de l'exercice médical dans leur giron. Toutefois, le maillage universitaire du Royaume de France ne va pas empêcher l'impunité d'un exercice illégal de la médecine, d'autant plus que les autorités sont souvent acceptent souvent cet exercice illégal de la médecine. On peut alors dire que les collèges interviennent comme des palliatifs à l'absence des facultés. Donc, vous pouvez voir sur cette carte, je vais rester en face du micro, donc les cercles rouges, ce sont les collèges de médecine, et les carrés noirs, ce sont les facultés de médecine. Donc, vous voyez qu'on a quand même un maillage qui est plus ou moins uniforme, et surtout qui se concentre sur les petites et grandes villes du Royaume de France. Donc 22 collèges qui sont en exercice au XVIIIe siècle. Néanmoins, certains n'exercent plus dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme celui de Limoges, notamment dû à un manque de praticiens. Et il faut aussi également souligner l'exercice de collèges qui sont concomitants à l'existence de facultés, par exemple à Bordeaux ou à Nancy. À Nancy, le cas est assez particulier parce que le collège de médecine est créé antérieurement à la faculté de Nancy. Donc je rappelle, Nancy n'est pas dans le Royaume de France jusqu'en 1766. C'est un territoire viager. Et qui entre dans le giron du Royaume de France. Et à ce moment-là, une faculté est créée, donc en 1768, pour remplacer la faculté de médecine de Pont-à-Mousson. Donc les premiers collèges qui émergent finalement naissent en Italie, comme beaucoup d'autres institutions médicales. Donc, particulièrement à la fin du XIVe siècle, avec celui de Bologne en 1378 et celui de Milan en 1396. Les collèges français et italiens exercent sensiblement les mêmes fonctions, donc, c'est-à-dire la défense d'un intérêt professionnel, le contrôle de l'accès à cette profession et le contrôle de l'exercice de la médecine sur un territoire donné qui, dans le cas des collèges de médecine, se limite à souvent les enceintes d'une ville. Donc deux formes de collèges coexistent, particulièrement au sein des royaumes d'Italie, en France un seul. Donc dans ces royaumes d'Italie, on trouve un collège qui est implanté dans les villes universitaires et même si on a des collèges en France qui sont couplés avec des universités, c'est un fonctionnement qui est vraiment différent. Et celui qui nous intéresse, c'est le Territorial College, qui a été théorisé par David Gentilcore en 1998. Donc, c'est-à-dire que c'est un collège qui est, comme je vous l'ai décrit, centré sur la défense d'une médecine légale dans une ville, et cela au profit d'une petite élite médicale diplômée. Et donc, selon David Gentilcore, cette restriction qui est imposée par les collèges
correspond finalement à un désir d'anoblir la profession médicale, et cela dès leur création à la fin du XIVe siècle. Il ne faut pas douter que les membres de ces collèges sont conscients d'appartenir à une élite médicale, un corps professionnel spécifique, et qu'il est dans leur intérêt de maintenir ce monopole, notamment face à des professions dites subalternes comme la chirurgie ou la pharmacie, qui gagnent notamment leur lettre de noblesse à la fin du XVIIIe siècle. Et ce XVIIIe siècle voit également naître cet édit de Marly de 1707, qui apparaît comme le premier édit de codification générale de la médecine. Alors, son application est moindre, hein, mais on peut noter quand même cet édit qui essaye plus ou moins de réglementer l'exercice de la médecine, mais aussi la formation médicale au sein de ses facultés. Je vais me pencher sur un rapide état de l'art. Donc, les principales études qui portent sur les collèges de médecine se concentrent principalement sur les régions du nord et du centre de l'Italie, la péninsule ibérique et l'ère anglo-saxonne, et particulièrement sur la période précédant le XVIe siècle. En 1976, l'étude de Carlo Cipolla lie l'émergence des collèges de médecine à la bureaucratisation et à la centralisation des États italiens. En 1982, Elena Brambilla caractérise les médecins du collège milanais comme partie prenante de, je cite, le système des professions libérales. Cette caractéristique est également développée par David Gentilcore, que je cite souvent, mais qui est vraiment pionnier dans l'étude des collèges de médecine en Italie. Cet historien se concentre particulièrement sur les soignants qui sont externes au milieu hospitalier et va affirmer le rôle des collèges des médecins, je ne suis pas en face du micro, dans la professionnalisation de la médecine et dans la division hiérarchique du monde médical. On peut également noter l'étude de Margaret Pelling sur le collège de médecine de Londres, qui s'est concentrée particulièrement sur son rôle dans la santé publique, que j'ai également pu étudier lors de mon mémoire, mais que nous ne verrons pas lors de cette présentation. Et on peut également citer l'étude d'Elisa Andretta, donc ma directrice de mémoire et future directrice de thèse, qui a étudié le collège de médecine de Rome. Est-ce que les collèges de médecine en général sont étudiés dans l'ère géographique du Royaume de France? La réponse est non. Il n'y a pas d'études générales sur ces communautés, sur le devenir médecin, du moins en province. Quelques études les mentionnent, notamment l'étude de Dominique Julia et Jacques Revel, les universités européennes du XVIe au XVIIIe siècle, qui mentionne également le cas du collège de Lyon, notamment par son système de recrutement qui privilégie les médecins montpelliérains, nous en reparlerons, et également la thèse d'Alexandre Lunel sur la maison médicale du roi. Mais finalement, ce sont toujours des mentions qui sont très succinctes et qui ne définissent pas réellement ce qu'est un collège de médecine. Pour ce faire, j'ai utilisé des archives municipales, donc ici, mais aussi des archives issues des archives, des archives départementales de la métropole de Lyon, mais aussi des archives issues de l'Académie des sciences belles-lettres et arts de Lyon, ainsi que des archives issues de la Bibliothèque interuniversitaire de Paris. Ce sont principalement des archives issues de sources conflictuelles. Comme l'a dit M. Zeller, les archives du collège ont été en partie brûlées en 1768 lors de l'émeute, ainsi que lors des incendies successifs à la fin du XVIIIe siècle qui ont touché les locaux du collège. Donc ça veut dire que j'ai effectué réellement un regroupement de sources qui a été assez long, assez fastidieux, mais qui m'a permis de peindre un portrait de cette institution à Lyon. Je vais paraphraser l'historien de la médecine Jacques Léonard, qui affirmait que les médecins étaient au carrefour de tout. Et par conséquent, on peut dire également que les collèges de médecine sont au carrefour de tout. Je me contenterai cependant d'un plan en 2 temps. Il sera tout d'abord question du fonctionnement du Collège de Lyon, du point de vue des textes normatifs et de la constitution de l'identité médicale, ainsi que du recrutement du corps. Et la présentation se poursuivra par une analyse de la place du collège et de ses membres dans le système médical. Le tout ponctué d'extraits d'archives locales que j'ai pu utiliser au cours de mes recherches.
Alors, donc les collèges de médecine ne sont pas créés ex nihilo dans l'espace urbain et ont chacun leur spécificité locale. Ils constituent souvent la reconnaissance officielle d'une union qui était préexistante et c'est une profession médicale qui fait face à sa propre individualité et solitude sur un marché médical qui est excessivement concurrentiel et qui va se rassembler pour servir et légitimer sa cause. Et c'est sa cause justement aux aspirations hégémoniques et monopolistiques. Ce qui peut expliquer de nombreuses luttes qui vont s'observer entre des médecins urbains et les municipalités, et ce qui nous a permis d'obtenir plusieurs sources sur la constitution du Collège de médecine de Lyon, notamment avec des archives liées à la conflictualité avec la municipalité. Donc la création de ce collège est très bien documentée. Jusqu'à l'année 1576, Lyon est officiellement dépourvu d'une institution médicale et qui rassemble les médecins qui exercent dans cette ville. Donc sans faculté de médecine ou organisation reconnue par les autorités, les médecins ne peuvent exercer un contrôle quelconque sur la pratique de l'art médical. C'est le consulat lyonnais qui l'exerce et il détient ce privilège, mais finalement exerce un contrôle qui va être diminué à cause de pression élective. Donc il faut savoir que les consuls sont élus par les représentants des métiers, dans lequel figurent les maîtres apothicaires. Et donc les maîtres apothicaires n'ont aucune raison de se voir imposer un corps supérieur qui pourrait les contrôler. Et donc ils vont pendant longtemps lutter contre la création d'un collège de médecine pour justement garder leurs privilèges, et notamment un privilège que leurs confrères parisiens ont perdu, celui de prescrire des médicaments, donc voilà, des ordonnances, et ce qui va les rendre finalement indépendants des médecins. Mais dès les années 1550, on trouve une production écrite de ces médecins lyonnais qui vont dénoncer une concurrence qu'ils vont juger dangereuse pour la population. C'est un motif qui revient souvent, cette dangerosité des apothicaires, mais aussi déloyale. Notamment, on trouve dans l'ouvrage du médecin Sébastien Collin le qualificatif de, je cite, suppôt de Satan pour qualifier ces apothicaires. Donc cet ouvrage publié par Sébastien Collin va être réédité à Lyon en 1556 et va déchaîner les passions. Plusieurs libelles vont être échangés entre médecins et apothicaires, au point où Jacques d'Aléchamps, donc, qui est nommé médecin de l'Hôtel-Dieu en 1522, adresse une lettre au premier médecin du roi, Jean Fernel, où il lui propose de réformer l'exercice de la médecine à Lyon sur le modèle parisien, donc en enlevant ce droit de prescription aux apothicaires et en créant un collège. Cependant, Jean Fernel décède en avril 1558, et donc cette lettre, qui est datée de 1557-1558, finalement a-t-elle été reçue par Jean Fernel ? On n'a aucune preuve, mais il semble qu'il ne l'ait pas reçue parce que la situation n'a pas changé. Cette lettre va nous permettre finalement de peut-être envisager la création d'un collège de Lyon, ou en tout cas l'existence d'une communauté dès ces années 1550, parce que Jacques d'Aléchamps va utiliser dans sa lettre, écrite en latin, plusieurs termes pluriels, notamment nostra, nostra, ou finalement le qualificatif de Collegium Medicorum Lugdunensium, donc collège médical de Lyon. Et cette désignation, on va également la retrouver sur le sceau du collège de médecine que vous pouvez voir à votre droite. Donc ce sceau a été daté par Eugène Vincent du XVIe siècle. Et on va également retrouver ce qualificatif d'agrégé lyonnais, finalement, la traduction, dans l'ouvrage de Symphorien-Champier, Practica Nova, qui a été publié en 1517 et à qui on a longtemps associé la paternité du collège de médecine de Lyon dans un souci notamment de mythification, et qui explique également la datation que... Je ne sais pas si vous voyez ma souris. À droite, vous avez la date 1500, qui en fait a été appliquée a posteriori sur ce sceau, pour justement faire remonter l'existence de ce collège à Symphorien-Champier.
Et je vais également vous parler d'une source que j'ai énormément utilisée, donc les almanachs de la ville de Lyon, qui comporte une section sur le collège de médecine à partir de l'année 1731. Et on peut voir que le collège de médecine de Lyon se qualifie comme le plus ancien du royaume, ce qui est faux. On a le collège de Nîmes qui est créé en 1397, mais c'est un gage évidemment de paternité et d'ancienneté qui... Il n'y a pas de souci. Mais il faudra attendre l'arrivée de la peste pour que le collège de médecine de Lyon soit créé. Le 13 juin 1574, l'arrivée de la peste est signalée par le gouverneur du Lyonnais François de Mandelot et les chirurgiens vont fuir. Finalement, il reste 2 maîtres chirurgiens dans la ville de Lyon et les médecins, dont notamment Jacques d'Aléchamps, Jacques Pont et Pierre Tollet, vont en profiter pour exercer une pression sur le consulat lyonnais et vont obtenir la reconnaissance de leur institution, de leur collège auprès de la municipalité et ainsi prendre le dessus sur l'art médical à Lyon et enlever les prérogatives médicales évidemment au consulat lyonnais. Donc, le 19 juin 1576, les 14 articles ex novo qui constituent les statuts du collège sont présentés à la sénéchaussée par Claude Ruby, au nom du consulat. Donc, ces statuts, finalement, ils annoncent la systématisation du collège de Lyon, malgré un exercice et une existence qu'on a pu déjà démontrer dans la partie précédente. Donc, les statuts sont publiés au présidial le 6 juillet suivant, enregistrés le 17 août 1577 et homologués par lettre patente du roi Henri III en octobre 1577 par, je cite, « le désir qu'ils ont de voir régler le désordre qui est pour l'aujourd'hui entre les professeurs de médecine, chirurgie et pharmacie de cette ville ». Donc on a ce rappel de cette médecine conflictuelle dans la ville de Lyon. C'est souvent le cas aussi pour les autres collèges. On a toujours cette volonté de finalement rétablir une bonne médecine pour la santé publique. Il faut également signaler que ces statuts vont être à nouveau enregistrés le 20 juin 1596, notamment, je ne vous le rappelle pas, Lyon, ville ligueuse. Et Henri IV va réaffirmer son emprise sur les professions médicales et sur plus généralement la ville de Lyon en réactualisant ses statuts. Hop là. Donc, bien que mentionné, les statuts du Collège de médecine de Lyon, que vous pouvez consulter aux archives municipales. Alors, donc, bien que mentionnés dans la législation royale, il faut signaler que les différents édits ne vont pas définir formellement ce qu'est un collège de médecine. Ce n'est qu'à travers les statuts et les règlements de la ville donc de Lyon, mais aussi des autres collèges, qu'on peut finalement entrevoir ce qu'est un collège de médecine. Parce que ces normes vont définir avec zèle la physionomie de l'association de ces médecins, mais également son organisation interne. Mais il ne faut pas penser les statuts des collèges comme standardisés. On a vraiment des normes qui sont propres à chaque collège et à chaque ville. L'autorité royale va prétendre imposer finalement son autorité sur cet espace de santé, mais il faut vraiment concevoir le fait que ces statuts sont conçus vraiment par cette communauté locale et pas par le pouvoir royal qui finalement ne fait que les autoriser et les légitimer. Par exemple, le collège de Bordeaux, en 1752, affirme qu'il n'est pas doté de statut, mais qu'il ne se règle que par l'usage. Ça, j'espère pouvoir le démontrer dans ma thèse, qui, j'espère, sera financée. Voilà. Pardon, je me suis trompée de touche, je vais y revenir. Donc, saisir les revendications des collèges des médecins, tant dans leur définition identitaire que dans leur fonctionnement, va permettre d'appréhender le rôle de ces organisations dans la professionnalisation de la médecine, qui va se construire particulièrement à l'époque moderne. Les collèges doivent particulièrement se borner à l'application stricte de ces règlements, notamment parce que d'autres communautés, comme les communautés des chirurgiens et des apothicaires, peuvent leur faire des procès s'ils ne respectent pas strictement ces normes. Il faut vraiment concevoir le collège comme borné à ces règlements. Donc, sur les 14 articles de 1576, 9 se rapportent à la surveillance et à l'encadrement des chirurgiens, des apothicaires et des illégaux lyonnais. Donc, ces statuts ont notamment pour but de définir ce territoire professionnel sur lequel ils vont exercer.
Et ce territoire professionnel, c'est un espace de protection pour cette petite communauté médicale. Et par exemple, l'article 4, je cite, « Ne sera loisible à aucun de s'ingérer, pratiquer, exercer la médecine en ladite ville et faubourg d'Issel s'il n'est reçu en la compagnie. » Donc cet usage, finalement, ce territoire professionnel, il est repris dans plusieurs statuts que j'ai pu étudier, notamment le statut des médecins du Collège de Nancy, celui de Rouen et celui de Marseille. Donc c'est quelque chose de finalement très banal, même si il faut aussi concevoir que la question de l'empiètement médical, donc le fait qu'un chirurgien aille prescrire des remèdes, qu'un médecin aussi aille faire certaines opérations qui sont finalement dédiées aux chirurgiens, c'est très commun. Cet empiètement, il est même accepté. Par exemple, on peut prendre le cas des médecins hospitaliers qui vont pratiquer des opérations. Mais c'est alors que la médecine dite externe est réservée aux chirurgiens. Mais c'est quelque chose de très accepté et qui est très courant, notamment dans le milieu rural où les médecins sont peu présents et on a des individus qui jouent à la fois la figure de médecin, de chirurgien et d'apothicaire. Donc, lorsqu'un collège est situé dans une ville, l'exercice de la médecine est conditionné à son appartenance et notamment à l'obtention d'un statut, celui d'agrégé, donc qui renvoie à l'agrégation qui est un peu différente de celle d'aujourd'hui. Ce statut agrégé, on le trouve notamment dans les sources pour désigner donc un membre d'un collège de médecine. Donc il est agrégé, on trouve la mention d'agrégé lyonnais, d'agrégé nancéen. C'est quelque chose de très commun et donc ce terme les désigne. Et l'existence d'un collège va finalement défaire cette idée qu'on peut avoir du caractère individualiste de la médecine en créant une communauté, un collectif qui va se défendre collectivement. Par exemple, on peut citer un article des statuts de 1576 où les médecins du Collège de Lyon se présentent comme membres d'un même corps. Et ce caractère collectif, il est présent dans également tous les collèges de médecine et il permet à ces médecins de revendiquer ce monopole. La question du nombre est alors primordiale. On trouve des critiques du nombre de médecins présents en ville dès la création des collèges italiens. Par exemple, à Milan, un médecin qui écrit sur le danger d'un trop grand nombre de praticiens, parce que ceux qui vont connaître l'insuccès sont poussés à des pratiques fallacieuses qui vont nuire aux autres organisations médicales. Donc à partir d'un manuscrit qui était conservé à la Bibliothèque de médecine de Paris, j'ai pu effectuer un calcul de la densité médicale. Donc, par exemple, Lyon compte 2,4 médecins pour 10 000 habitants, Marseille 1,42 médecins pour 10 000 habitants et Montpellier 14,3 pour 10 000 habitants, ce qui est notamment dû au fait que Montpellier est un centre universitaire. Donc on peut facilement dire que le nombre de médecins dans une ville avec un collège va être limité volontairement par ce collège. Même si ce collège revendique ce devoir de santé publique, le collège va toujours essayer de réduire ce nombre dans son propre intérêt, et c'est l'intérêt également de cette communauté. Donc, au cours du XVIIIe siècle, le collège de Lyon va compter à son maximum 35 agrégés, donc à la fin du XVIIIe siècle, que vous pouvez voir à droite du graphique, et à son minimum 16 agrégés au début du XVIIIe siècle. On peut voir une augmentation à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle qui est notamment due à la croissance démographique et à la croissance économique qui va permettre à un plus grand nombre d'individus d'envoyer leurs rejetons dans des universités qui sont très dispendieuses. Hop, et je reviens là. L'article 4 des statuts du Collège de Lyon va admettre dans un premier temps les licenciés aussi bien que les docteurs en médecine. Donc la différence entre la licence et le doctorat en médecine, c'est finalement un simple examen qui va être supplémentaire, donc la soutenance d'une thèse, mais qui peut se faire le mois suivant l'obtention d'une licence. Donc vous voyez que ce ne sont pas du tout les mêmes demandes qu'actuellement.
Dès 1696, cependant, un édit royal interdit à tout médecin de pratiquer la médecine dans le royaume de France s'il n'est pas détenteur d'un doctorat en médecine. Et donc au XVIIIe siècle, finalement, tous les médecins, les agrégés lyonnais, sont détenteurs d'un doctorat en médecine. Il faut savoir également que le lieu d'obtention du diplôme joue énormément. Donc sur la carte qui est tirée de mon second mémoire, vous pouvez voir en vert, donc en bas, Montpellier. Et donc ce cercle représente l'importance du recrutement des agrégés lyonnais. Donc on a, à la fin du XVIIIe siècle, il me semble qu'il y a seulement deux médecins lyonnais, qui ne sont pas issus de Montpellier. Vous connaissez peut-être la rivalité entre la faculté de médecine de Paris et la faculté de médecine de Montpellier. Et donc Lyon apparaît dans le giron de Montpellier, même si Lyon, qui n'est pas doté de parlement, est dans le giron du Parlement de Paris, et donc également, on pourrait penser, dans le giron de la faculté de médecine de Paris. Mais finalement, c'est Montpellier qui prend l'ascendant, au point où on pourrait même parler d'un lobby montpelliérain, qui est notamment avancé par Dominique Julia et Jacques Revel. Et c'est ce que finalement j'ai pu démontrer à travers le recensement de mes médecins, avec cette part très importante et même majoritaire de médecins montpelliérains, quelques-uns à Avignon et Valence, mais principalement au début du XVIIIe siècle, et à la fin on n'a quasiment que des médecins issus de Montpellier. Donc ce lieu d'obtention est même un critère finalement de sélection dans le Collège de médecine de Lyon. Par exemple, au début du XVIIe siècle, le Collège de médecine de Lyon demande des médecins qui sont issus d'une université fameuse. Donc ça, c'est pas un critère qui est restrictif, parce que les universités fameuses sont très nombreuses. On compte Paris, Reims, Orléans, Bourges, Angers, Poitiers, Toulouse, Montpellier, Caen, Dijon, Bordeaux et Valence. Mais ce préjugé finalement ce préjugé d'université va croître au cours du XVIIIe siècle, au point où on trouve, par exemple, donc là c'est une archive qui est issue des archives départementales de la métropole de Lyon. Donc vous pouvez voir l'acte de réception du médecin Guillaume Rey, daté du 30 décembre 1724, donc noble Guillaume Rey, docteur médecin de l'université de Montpellier. Donc cette mention dans la réception des médecins de docteur médecin de l'université de Montpellier, on ne la trouve pas pour d'autres universités. C'est uniquement pour les médecins qui sont issus de Montpellier. Vous pouvez également voir la mention de noble. Alors non, la noblesse, l'exercice de la médecine à Lyon ne procure pas la noblesse, mais s'apparente à un conflit qui date du XVIIe siècle. Donc il faut savoir que pendant la Régence, en 1644, les caisses du royaume sont à sec, et la Régence cherche un moyen d'obtenir des gains facilement, et souhaite justement condamner ces faux nobles. Et donc le Collège de médecine de Lyon est attaqué, et ces médecins sont accusés justement de titres fallacieux, mais ils arrivent à s'en sortir en 1699 en disant que ce titre n'est finalement pas lié à la qualité de noble, mais se rapporte à des traditions, notamment des traditions antiques, et avec la remise d'un anneau doré, ou encore le fait qu'on qualifiait les nobles, on qualifiait de nobles les titulaires d'un doctorat de médecine qui était obtenu dans une université de fondation royale. Hop là. Donc le Collège de Lyon ne va pas interdire l'accès à des carabins qui sont issus d'une autre université que Montpellier, mais va essayer de restreindre quand même cette part de médecins qui ne sont pas issus de Montpellier, en faisant notamment une distinction lors de ce que j'ai appelé l'agrégation. Donc c'est finalement un examen d'entrée au collège qui se compose de deux phases, une phase on va dire secrète et une phase publique, qui est calquée justement sur les examens universitaires, qui sont divisés en deux phases. Donc la première phase, finalement, c'est l'examen des pièces du dossier de candidature de l'agrégé lyonnais. Par exemple, avec la demande d'un extrait de baptême valide, une enquête de vie et de mœurs, avec
des témoins qui vont affirmer que le médecin qui souhaite entrer dans le collège de Lyon est un bon chrétien, qu'il a soigné plusieurs individus, qu'ils ne sont pas morts et qu'ils sont toujours vivants pour attester justement de ses qualités en médecine. Et ces pièces vont être évaluées à huis clos. On a aussi une volonté de lutter contre de fausses pièces, notamment également contre un doctorat très rapide qu'on qualifie souvent de doctorat à la fleur d'oranger qui se rapporte à l'université d'Orange. Par exemple, on a le cas de Joseph Robert, donc en 1789, qui obtient son baccalauréat, sa licence et son doctorat en un mois seulement. Donc voilà, c'est très sympathique. Voilà. Et en plus, il l'a payé peu cher. Donc, il est bien sûr rebooté du Collège de médecine de Lyon, mais finalement, un arrêt du Parlement de Paris force le collège à l'admettre. Et c'est d'ailleurs un des derniers folios qui est connu du registre du Collège des médecins de Lyon. On a justement la copie de cet arrêt du Parlement. Alors, est-ce qu'on peut douter de la compétence des agrégés lyonnais quant à leur entrée dans le collège? C'est possible parce que finalement leur compétence pratique n'est pas évaluée. C'est finalement leur compétence théorique, notamment lors de cette seconde phase d'examen. Donc cet examen qui est public et qui est particulièrement rentable pour le Collège de médecine de Lyon parce que cet agrégé doit donner à chaque membre présent, ce qui finalement va enjoindre chaque médecin à venir participer parce que c'est quand même un revenu qui peut être complémentaire. Il me semble que c'est 30 sous pour un médecin agrégé lambda et pour le doyen du collège de médecine, il me semble que c'est 10 livres. Donc c'est une somme assez conséquente. Et pendant cette phase d'examen public, donc ce sont les compétences qui finalement ont déjà été évaluées par une université qui vont être remobilisées, notamment avec les aphorismes d'Hippocrate. Donc on a un inventaire qui est conservé à la faculté de médecine de Lyon, au musée de la faculté de médecine de Lyon, qui témoigne de ces examens. Notamment avec la conservation d'un vase où on tirait les aphorismes d'Hippocrate avec l'explication de cet aphorisme et après l'explication de la cure d'une maladie sur près de 600 encore tirés des écrits d'Hippocrate. Et ce qui finalement est décrié par les autorités royales, parce qu'il ne faut pas penser que les autorités royales, et notamment la maison médicale du roi, n'a pas de vue sur ce qui se passe dans ces collèges, même si on est loin de la capitale. Et Pierre Chirac, donc premier médecin du roi, va de 1730 à 1732 écrire un projet d'édit qui n'a jamais été publié et qui est conservé à la bibliothèque de médecine de Paris, où il va critiquer ces collèges et notamment va parler de l'agrégation dans les termes de second doctorat, parce que finalement, on réévalue ce qui a déjà été évalué à la faculté de médecine. Donc finalement, à quoi sert l'agrégation si ce n'est juste finalement passer par-dessus les facultés de médecine. Donc on peut penser aussi qu'il y a certains conflits qui sont peut-être... Ils ne sont pas exprimés, ces conflits, finalement, avec les facultés de médecine. Ils sont sous-entendus parce que finalement, les collèges repassent derrière ces facultés et on peut même dire que cet examen n'est finalement ce n'est qu'un système de reproduction ou d'entre-soi parce que dès les nouveaux statuts de 1650 du Collège de Lyon, les fils de médecins vont être privilégiés, notamment financièrement, mais également en termes de formation. Ils vont avoir le droit d'exercer dans la ville de Lyon au bout de seulement 2 ans, contre 4 ans pour des médecins qui ne sont pas issus d'une dynastie médicale. Et dans le recensement que j'ai pu effectuer des médecins lyonnais, j'ai pu identifier 21 couples père-fils et 4 dynasties. Donc finalement, ce modèle de reproduction sociale, il est encouragé à l'époque moderne, certes, mais il est aussi encouragé dans les collèges de médecine parce que les fils de médecins peuvent obtenir la même patientèle que leur père et comme ça on a une reproduction de cette patientèle et finalement on va avoir des médecins qui vont s'enrichir très rapidement. Et c'est notamment ce que j'ai pu étudier dans les inventaires après décès dans mon premier mémoire, mais on n'a pas assez de temps pour en parler aujourd'hui.
Voilà, c'est dommage. Et j'aimerais également vous parler de Jean-Emmanuel Gilibert, donc, qui est un témoignage précieux pour le Collège de médecine de Lyon. Donc, c'est un agrégé du collège et il publie l'anarchie médicinale à la fin du XVIIIe siècle en 3 volumes et notamment critique le marché médical. Donc je cite: « J'ai vu avec effroi que soit à la ville, soit à la campagne, il y avoir à peine un quart des malades qui fussent dirigés par des médecins autorisés par loi. Tous les praticiens vous diront qu'un des grands obstacles à leur succès vient de la double action qui s'exécute sur chaque malade, que d'un côté ils ordonnent des remèdes, que de l'autre des femmelettes en prescrivent de tout opposé, que souvent elles font supprimer ceux du médecin. » Donc je vous ai déjà parlé de cet empiètement de la médecine. Mais même s'il est plus ou moins accepté, il est tout de même critiqué par ces médecins qui vont perdre de l'argent parce que, selon un historien britannique, donc Matthew Ramsay, seulement un quart de la population va régulièrement voir un médecin. Tout d'abord à cause des coûts que représente la consultation d'un médecin, mais également à cause de la différence sociale qu'il y a entre le peuple et cette élite médicale bourgeoise. Donc finalement, ça va être des nobles qui vont vouloir consulter ces médecins, et ce qui va expliquer notamment ce que critique Jean-Emmanuel Gilibert. Donc il faut également relativiser le pouvoir de régulation du collège, ce qui est cependant son rôle de réguler cette médecine dans la ville de Lyon, parce que le collège de médecine n'a pas un pouvoir de police ni de justice. La seule chose qu'il peut faire, c'est dénoncer des mauvais praticiens ou des praticiens illégaux. Donc même s'il est premier dans cette hiérarchie médicale, il ne peut finalement exercer qu'une gouvernance des soins et ne peut exercer finalement son monopole. Même si le partage professionnel donc, de la triarchie médicale est critiqué dès le XVIIIe siècle, par exemple par François Quesnay, qui voudrait, lui-même est chirurgien, donc voilà, c'est aussi à son avantage que les médecins ne soient plus au-dessus de lui, mais qui demande à ce qu'un médecin, à ce que le médecin, le chirurgien et l'apothicaire soient sur la même ligne, en tout cas sur la même ligne d'égalité. Quant à l'édit de Marly, que je vous ai déjà présenté, il consacre 2 articles au Collège de médecine, donc l'article 31 et l'article 36. Et ces 2 articles sont essentiels pour comprendre cette activité de chasse aux sorcières finalement que va exercer le Collège de médecine. Je cite: « Nul ne pourra sous quelque prétexte que ce soit exercer la médecine ni donner aucun remède, même gratuitement dans les villes et bourgs de notre royaume, à peine de 500 livres d'amende, applicable moitié à nous et l'autre moitié à la faculté ou agrégation la plus proche du lieu. » Donc c'est-à-dire que si, théoriquement, le collège pourrait obtenir 250 livres contre chaque praticien illégal. Bon, c'est théorique, évidemment, ça ne va pas s'appliquer de cette façon, mais cela peut expliquer la volonté du collège à pourchasser tous les illégaux, qu'on aille du prêtre au chirurgien à l'apothicaire. Entre 1731 et 1766, le Collège de médecine a déposé 16 plaintes, dont 69% sont dirigées contre plusieurs membres de la communauté des chirurgiens de Lyon. Et l'affaire la plus conséquente part d'une plainte qui est déposée le 22 décembre 1748 par le Collège de médecine contre 7 membres du collège, de la communauté des chirurgiens. Et la réponse de ces accusés est la méconnaissance de l'édit de Marly, ainsi que d'une ordonnance qui est datée du 18 août 1731, qui est conservée aux archives municipales de Lyon, et qui interdit aux chirurgiens et aux apothicaires de pratiquer la médecine. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on a des preuves justement de l'exercice de la médecine par ces chirurgiens, parce que les apothicaries ont été, on va dire, perquisitionnées, et on a retrouvé des ordonnances qui avaient été signées de la main de ces chirurgiens qui sont justement nommés dans l'affaire et qui réfutent toute accusation. Ou alors on a aussi le cas d'un de ces chirurgiens qui affirme que la maladie qu'il a soignée était une maladie externe, donc réservée à la chirurgie, et qu'il n'a rien à se reprocher. Et donc, on pourrait s'attendre à 500 livres d'amende contre tous ces chirurgiens, mais ils seront seulement condamnés à 10 livres d'amende. Donc,
par rapport aux sommes qui sont avancées par le collège, on se retrouve avec un collège qui est finalement déficitaire, et notamment qui va être rapidement endetté. Par exemple, cette affaire lui a coûté 4 000 livres et va lui en rapporter seulement 400. Et donc, ce qui peut expliquer, parce qu'il y a les 10 livres, mais il y a aussi d'autres amendes à côté, mais je ne vais pas toutes les détailler, pardon, je n'ai pas vraiment le temps de le faire. Mais finalement, le collège va être obligé d'augmenter les droits d'entrée au collège de 150 livres à 600 livres à cause, par exemple, de cette affaire et d'autres affaires qui va le rendre déficitaire. Il faut également souligner que le collège de médecine de Lyon est particulier parce que tous les collèges de médecine n'ont pas une vocation et une fonction enseignante. Du point de vue légal, les collèges n'ont pas le droit d'enseigner parce que c'est quelque chose qui est réservé aux facultés. Mais on trouve pourtant, dès le XVIIe siècle, une vocation enseignante de ce collège, dans un premier temps sur l'exercice de ce monopole didactique sur les apothicaires et sur les chirurgiens. Et après, au XVIIIe siècle, on a un déplacement sur de jeunes carabins ou de jeunes médecins qui vont venir recevoir des cours de ce collège. Par exemple, encore Jean-Emmanuel Gilibert, qui pense que le collège de médecine de Lyon est et je cite, très propre à corriger les mauvais effets des universités. Donc là aussi, on a une critique des universités qui sont notamment critiquées pour cet enseignement qui est souvent uniquement théorique, même si on a un enseignement pratique qui se développe au XVIIIe siècle, notamment avec les théâtres anatomiques, les cours de botanique, qui donnent lieu, par exemple, à des petites affiches annonçant ces cours. Malheureusement, je n'en ai pas retrouvé pour le Collège de médecine de Lyon. J'en ai trouvé pour le Collège de médecine de Nancy, par exemple. Donc, c'est une petite affichette qui donne le nom du professeur, le lieu et la date. C'est très simple et bien sûr, moyennant paiement, hein, ce n'est pas gratuit. Il faut aussi envisager le fait que les cours nécessitent des locaux, des professeurs et donc une rémunération, ce qui donne lieu à cette représentation donc, de l'émeute du 27 novembre 1768. Donc en 1768, le collège de médecine obtient du consulat des locaux dans le collège de la Trinité et donc va commencer à donner des cours qui sont attestés par les almanachs de la ville de Lyon. Donc un cours de botanique, un cours de physionomie et un cours d'anatomie qui sont donnés par notamment Louis Vuittet qui va devenir maire de Lyon ou encore Jean-Emmanuel Gilibert. Donc ces cours sont saisonniers, mais vont être stoppés en 1768 par cette émeute. Donc vous pouvez voir le cercle rouge qui entoure, on peut dire, un instrument un instrument didactique. Donc là, on dirait un cadavre de chien ou de chat, notamment pour l'anatomie. Et donc souvent, cette émeute a été définie comme une attaque finalement un ramassis de conflits politiques, mais aussi lancés contre les oratoriens, mais aussi dans les minutes de ce procès donc, qui a eu lieu contre les émeutiers, on a par exemple, je cite, le témoin... Alors là aussi, c'est encore à prendre avec des pincettes. On a certains témoins qui ont été soumis à la question, d'autres non. Là, c'est les dires d'un témoin qui n'a pas été soumis à la question et qui affirme que c'est sur un, je cite, bruit populaire, méchamment ou par indiscrétion répandue, que le professeur d'anatomie a tiré dans la salle de médecine des enfants vivants pour les y disséquer dans le but de guérir un prince manchot. Donc là, on a une sorte de tension complotiste. Certes, c'était... à viser principalement contre les oratoriens, mais on peut estimer aussi que la peur de la médecine, la peur de cette médecine aussi qui s'affiche au grand jour avec des cours, des squelettes, a pu effrayer bien sûr la population, mais ça c'est une théorie, ce n'est pas forcément affirmé. Il faut aussi prendre en compte la fiabilité de ces témoins, de ces sources, qui préféreront dire sûrement s'attaquer aux médecins plutôt qu'aux oratoriens. Alors,
j'aimerais également vous parler rapidement de cette communauté professionnelle qui finalement aussi prend les traits d'une société scientifique à la fin du XVIIIe siècle, même si elle n'est pas conçue comme telle. Donc le titre de médecin agrégé suppose l'exercice de la médecine. C'est une tâche, une obligation. Si cette tâche n'est pas effectuée, l'agrégé lyonnais peut perdre son titre. Alors ça encore, à prendre avec des pincettes, parce que Pierre Garnier va exercer la médecine à Paris, en dehors de la ville de Lyon, mais comme il est médecin du roi, finalement, c'est plutôt intéressant pour le Collège de médecine de Lyon de le garder comme membre, parce que les collèges sont aussi basés sur la réputation de ces médecins. Donc c'est intéressant d'avoir un médecin qui est médecin du roi. Donc la recherche scientifique va constituer un aspect important de l'activité des médecins urbains. On a notamment sur mon corpus de 101 médecins, 12% de ces médecins qui sont membres de l'Académie de Lyon et qui vont notamment produire plusieurs mémoires. Mais je me suis intéressée principalement au registre des médecins de Lyon, donc ce registre qui est conservé aux archives municipales. Donc là, vous avez juste un petit extrait. Qui est pour chaque séance, une séance mensuelle, tous les premiers dimanches du mois, va recenser tous les membres présents. Donc là, on a Scholl, Doyen, Magnéval, Rast, Braque, Villermé, Brun, Baudot, etc. Et donc, pendant ces séances, ces médecins vont lire des mémoires de leurs mains ou de la main d'autres médecins. Donc, on a aussi la passation la passation de savoir. On a cette recherche scientifique qui est aussi nécessaire parce que ces médecins vont donner des cours. Mais aussi, c'est nécessaire pour ces médecins de se former continuellement et d'être au point sur les dernières avancées, notamment pour satisfaire une clientèle noble et bourgeoise qui veut être soignée de la meilleure des manières. Et donc pendant ces séances, donc lecture de mémoire, mais aussi on a des rapports sur l'état de la ville de Lyon et aussi beaucoup de liens qui sont faits entre la médecine et l'environnement, donc dans cette médecine néo-hippocratique qui est particulièrement présente à la fin du XVIIIe siècle. Par exemple, lors de la séance du 11 janvier 1780, celle qui est sur ce diaporama, donc, une fosse est incriminée parce qu'elle dégagerait un air qui est acide et qui aurait rendu malade les tanneurs. On a aussi également des mentions de médecins qui sont morts à cause de telle ou telle maladie qui sévissait dans la ville. Et donc, il faut également concevoir ce registre. Finalement, ce n'est qu'un bout de cette activité du collège parce que les archives du collège ont été détruites, ce que j'ai déjà dit, mais c'est le seul registre qui nous est connu. Et c'est un registre de séances de travail, évidemment. Mais est-ce qu'on a une réelle volonté de recherche scientifique ? Ça, c'est encore à démontrer. Mais en tout cas, il faut toujours concevoir que le but du collège est de préserver la santé publique des habitants. Enfin, c'est en tout cas ce qui est marqué dans leur statut, ce qu'ils revendiquent dans beaucoup de pièces judiciaires, mais aussi des pièces dans les serments, dans les réceptions des agrégés. Et le collège donc, va participer à cet élan de recherche à travers les académies, mais aussi à travers la Société royale de médecine, donc, qui est créée en 1776. Et le collège est associé à cette société en 1778 et va même trouver son premier associé, avoir son premier associé, la même année. Donc Henri-François Anne de Roussel, qui est professeur à l'université de Caen, va devenir membre associé du collège. Donc on peut imaginer un échange, encore une correspondance, mais bien sûr que je n'ai malheureusement pas retrouvé. Mais il ne faut pas imaginer les collèges comme des petites entités qui sont finalement fermées sur elles-mêmes, parce que aux archives de l'Académie de Lyon, j'ai notamment pu trouver une lettre qui était issue du collège de Bordeaux et qui correspondait avec le collège de Lyon, notamment sur la santé des habitants. Donc là encore, je l'espère, ma thèse de doctorat pourra montrer cette correspondance entre les différents collèges et finalement montrer que la naissance de la médecine, pardon, pas la naissance de la médecine, mais
cet élan de recherche scientifique n'est pas porté uniquement que par les institutions parisiennes ou issues de la maison médicale du roi. Et j'aimerais également souligner un dernier point avant de passer rapidement à ma conclusion. Les médecins, et particulièrement le Collège de médecine de Lyon, va mettre en place un concours, donc à l'image des sociétés savantes. Donc un concours qui va récompenser ses élèves, non pas n'importe quel médecin qui voudrait y participer, mais bien récompenser les élèves qui se sont inscrits. Par exemple, on a un premier concours qui est mis en place, si je le retrouve, je l'ai perdu, je suis désolée. Bon, non, j'ai perdu mon concours. Mince. C'était un concours qui avait été mis en place sur la cataracte. Et donc c'était un chirurgien qui avait remporté ce concours. Voilà. Alors, donc on peut dire que les collèges de médecins sont héritiers des corporations, mais aussi précurseurs des institutions modernes de l'État et permettent de définir en profondeur l'identité du corps des soignants urbains. Donc, le moment de structuration des collèges est concomitant du moment de la définition de cette profession médicale, donc qui va se construire dans ces collèges et notamment vis-à-vis des praticiens qui ne sont pas agrégés, donc pour se différencier. Les collèges de médecine vont participer à la professionnalisation de la médecine, ainsi que la définition de cette identité du médecin. Et ce médecin, c'est un représentant d'une profession libérale. C'est souvent un bourgeois qui est formé dans les meilleurs centres universitaires, un bon catholique, un expert dans son art, mais aussi sur les autres arts médicaux, pourquoi pas. Notamment, ça on le voit à la fin du XVIIIe siècle, des médecins qui vont essayer de se spécialiser dans la chirurgie. Et il est intéressé par la recherche médicale et il est guidé par un progrès... par un idéal de progrès qui est hérité des Lumières. Et il n'est pas seulement né des plus hautes instances du royaume, il est aussi né en province, notamment grâce au collège de médecine. Et ces collèges sont dissous à la Révolution, notamment en 1793, mais ils vont perdurer sous d'autres formes. Et ces membres vont fonder des sociétés médicales immédiatement après la dissolution de ces collèges, notamment à Lyon ou encore à Nancy. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Nancy, donc on a une société de santé, donc la société de santé nancéenne. Et dans ces archives de cette société de santé, j'ai trouvé une pièce où on a une liste des membres. Et ces membres sont quasiment tous issus du collège de Nancy. Et au-dessus, en titre de cette liste, il y a marqué membres des collèges médecins membres du collège de Nancy. On a toujours cette volonté de se rattacher au collège, même s'il a été dissous. Finalement, c'est juste un prolongement, c'est pas une disparition de ces institutions de l'époque moderne. Et finalement, cette continuité, on la retrouve dans l'identité du médecin qui est définie en 1803 dans la loi du 19 Ventose en 11. Et où on a à nouveau cette obligation pour exercer la médecine d'être un médecin diplômé. Et je vous propose une petite bibliographie si vous voulez un petit peu approfondir le sujet. Donc vous avez aussi des ouvrages en anglais. J'espère que... voilà. Et je tenais à vous remercier pour votre écoute et m'excuser aussi pour mes bafouillages. J'étais extrêmement stressée, mais j'espère avoir été compréhensible. C'est parfait, ça vous fait un bel entraînement pour l'oral de l'Agrègue. Merci. Alors j'ai été évidemment extrêmement sensible à tout ce que vous avez dit, parce que c'est un sujet dont je suis proche, hein, ayant par exemple eu entre les mains les archives d'Étienne Braque, docteur agrégé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui fut par exemple le médecin expert qui a assisté à la séance de torture de Belmont après l'émeute de 1768, le même qui également a réalisé la grande enquête sur les cimetières de 1777. Bon, ça permet de cerner un peu l'activité publique des membres de ce collège. Alors, j'aurais en gros 3 choses à vous dire. Hein. Bon. Tout d'abord, vous comblez une lacune, ça c'est tout à fait clair.
à moins que je connaisse très mal la bibliographie lyonnaise, je ne connais sur le sujet qu'un article, d'ailleurs fort intéressant, du très regretté Henri Ours, qui exploitait un document découvert à la bibliothèque municipale et qui montrait effectivement le monopole des médecins de Montpellier dans le collège et ensuite au XVIIIe l'irruption d'un certain nombre de médecins parisiens. Enfin, entendons-nous, ayant soutenu devant la faculté de Paris, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc de ce point de vue-là, votre travail est extrêmement positif. Bon, deuxièmement, vous ne donnez pas dans le style descriptif, dans le style strictement monographique, puisque finalement, les choses ne disent rien en elles-mêmes. Elles ne commencent à prendre sens que dans la mesure où elles sont replacées dans un contexte chronologique, dans un contexte géographique, dans un contexte épistémologique aussi. Et j'ai été ravi de voir in medias res, cette jolie carte de François Lebrun. Alors, étant entendu, ce que cela échappe peut-être à votre public, qu'à l'époque, François Lebrun était un pionnier en la matière. François Lebrun qui fut le président de mon jury de thèse. Ça ne nous rajeunit pas. Et à l'époque, les historiens ne s'intéressaient pas à ce qu'on n'appelait pas encore histoire de la santé, puisqu'il y a une énorme différence entre l'histoire de la médecine, qui généralement est pratiquée par les médecins. J'ai moi-même hanté l'enseignement d'histoire de la médecine de l'université Rockefeller. J'y ai même fait un cours voilà, quelques années. Et c'est le même travers que lorsque les magistrats font l'histoire du droit ou les agriculteurs de l'histoire rurale. Ils voient tout depuis leur point de vue et ne fût-ce que par inclination affective, ils ont tendance à trouver des permanences, de très longues permanences, et quelquefois c'est bien artificiel. Or, c'est François Lebrun qui, le premier, a élargi la perspective en parlant non plus d'histoire de la médecine, mais d'histoire de la santé. Et aujourd'hui, à l'université, c'est l'histoire de la santé que l'on utilise, c'est-à-dire qu'outre les médecins patentés, on va s'intéresser évidemment aussi aux apothicaires, évidemment aussi aux chirurgiens, mais aux empiriques, aux spargériques, aux saints, au rôle magique des curés, à toutes les pratiques qui sont en marge des pratiques religieuses, les sages-femmes, les marchands de boniments divers, de manière à ce qu'on ait une vision qui ne soit pas une vision théorique, mais une vision pratique, au plus proche des comportements et des croyances de la population. Alors, vous avez cité Jacques Léonard, la médecine entre les pouvoirs et les savoirs. C'est dans les années, début des années 1980, si ma mémoire ne me joue pas de mauvais tours, en montrant que le pouvoir médical, bon, à Lyon, ça va surprendre personne, mais le pouvoir médical, c'est un gros argument pour exercer sur la place publique un très grand nombre de rôles, dont par exemple le triomphe de l'hygiénisme à Lyon, qu'est Gaëton et que sais-je, ce sont des médecins hygiénistes, mais également l'accès direct à des fonctions municipales, sénatoriales, que sais-je encore. Et mon troisième point, alors il est bassement intéressé. Il se trouve que, par le plus grand des hasards, que cette semaine, je viens de boucler un article pour la revue d'histoire de la santé, qui est la revue de référence dans ce domaine. Et je vois que vous avez cité Gentilcore. Je le connaissais surtout d'après ses articles sur les quacks, c'est-à-dire les charlatans, pour une raison très simple, c'est que mon papier porte sur les médecins spargériques. Les médecins spargériques sont des médecins qui s'éloignent de la médecine d'Hippocrate. C'est-à-dire qu'ils n'expliquent pas toutes les maladies par le déséquilibre des humeurs, le flegme, la bile noire, la bile jaune et le sang, mais par la nécessité de séparer le sain du malsain.
C'est pour ça qu'on les appelle des spargériques. Et le fondateur de cette école, il est célèbre, c'est Paracels. Donc, des médecins spargériques, des opérateurs. Alors, des opérateurs qui sont en fait des chirurgiens ambulants, souvent spécialisés dans un type d'opération, qui savent extraire une tumeur et qui savent abaisser la cataracte. Avec réussite, parfois. Mais bon, on abaisse la cataracte dès l'Antiquité gréco-latine. Hein, bon. Dans cet article, donc sur les empiriques, les opérateurs, les spargériques, à Lyon au XVIIe siècle, je m'aperçois qu'il n'y a pas d'opposition entre le corps médical officiel et ces démonstrateurs ambulants qu'on peut appeler charlatans quand on est de mauvaise humeur. Or, il est des villes, enfin, il est surtout une ville où le corps médical a tenté d'interdire toute pratique empirique. Comme par hasard, c'est Montpellier. Et ça commence en 1573. Or, à Lyon, pendant tout le XVIIe siècle, on n'a pas du tout cette chasse aux empiriques. Non seulement le consulat délivre des autorisations, parce qu'ils se produisent presque toujours sur la voie publique. Ces empiriques sont des gens de théâtre. Ils ont d'ailleurs des musiciens. Ils représentent, pour montrer la qualité de leurs médicaments ou de leur technique opératoire, ils ont des battleurs, ils ont des musiciens, ils ont des danseuses. C'est comme ça qu'un certain Gorla, qui était un empirique lyonnais, d'origine suisse, s'est produit très longtemps à Lyon et que sa fille aînée, marquise du Parc, a fini membre éminent de la troupe de Molière. Donc il y a entre la médecine publique et les formes théâtrales une circulation intense. De plus, les médecins du collège viennent assister aux opérations de ces démonstrateurs, de ces opérateurs, et certifient qu'il n'y a rien qui soit contraire à leur art, contraire au bien du patient, contraire à la morale, parce que naturellement, c'est un enjeu important. Et donc, ma question, qui n'est pas perfide, est la suivante. Pourquoi cette lutte contre les apothicaires, contre les chirurgiens, étant entendu que sous l'Ancien Régime, avant la création du Collège royal de chirurgie, les chirurgiens sont à un rang très inférieur aux médecins. Le temps n'est pas venu où on est d'abord médecin puis chirurgien. C'est pas du tout ça. Le chirurgien, c'est celui qui réduit des fractures, qui incise des abcès, qui extrait des tumeurs. Mais il travaille de ses mains. Et dans l'éthique d'Ancien Régime, c'est le travail intellectuel qui est valorisé. Le médecin, sauf exception, ne touche à rien. Il prescrit au chirurgien, il prescrit à l'apothicaire. Primum segnare deinde purgare et clisterum donare. Mais le médecin, lui, il fait suivre son nom de DM, docteur medicus. Et à Lyon, il porte l'avant-nom de noble. Bon, il n'est pas le seul. Le médecin a le droit de porter cet avant-nom de nom, de même que les avocats, sans que ce soit une prétention à la noblesse, sans que ça n'entraîne aucun privilège. C'est seulement de courtoisie. Mais je suis prêt à parier qu'il se trouve parmi vous des généalogistes et qui, dans les actes, ont trouvé non pas noble, mais noble-homme. C'est un avant-nom qui n'a strictement aucune conséquence juridique. Alors pourquoi cette opposition, donc, contre les gens qui, professionnellement, sont les plus encadrés et les plus reconnus et les plus voisins? Alors j'aimerais dire que c'est une tradition, cette triade
médicale, on trouve des traces dès l'époque hellénistique, notamment de cette supériorité médicale. Après, je vais essayer de donner une explication. Est-ce que ce sera forcément la bonne? Je ne sais pas. Mais dans le cas du Collège de Lyon, donc dans ses statuts, lors de la rédaction des statuts, il y a déjà un conflit parce que donc les médecins rédigent les statuts, mais ils sont accompagnés des chirurgiens. Donc il y a deux versions des statuts. Une version manuscrite qui est conservée aux archives municipales de Lyon, qui est dénuée d'un article, et la version imprimée c'est l'article 8 en fait. Et cet article 8 dit que les médecins ont l'ascendance sur les maîtres chirurgiens. Donc dans la version manuscrite, on n'a pas cet article parce qu'il avait été écrit avec les chirurgiens. Et donc, ce collège avait été pensé finalement dans une sorte d'association, peut-être, on peut dire, avec ces chirurgiens. Mais le collège veut toujours avoir cette ascendance, ce monopole, aussi bien didactique que professionnel. Et je le pense et je l'imagine vraiment dans l'intérêt de la défense de cette profession, des intérêts personnels et économiques, parce que les chirurgiens, les apothicaires représentent finalement des praticiens qui sont beaucoup moins onéreux pour le peuple et qui va finalement s'en rapprocher plus facilement parce que en termes aussi de statut social, on s'en rapproche beaucoup plus. Est-ce qu'il y a une autre raison derrière? Peut-être vous l'avez, mais je la pense en tout cas dans ce sens. Oui, très bien. C'est difficile d'en dire davantage, en l'état des choses. J'imagine que vous aurez beaucoup de questions. Oui, monsieur? Oui. Est-ce que dans vos recherches, vous avez trouvé des femmes médecins? Alors, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé de femmes parce que les femmes ne sont pas... Enfin, en tout cas, j'ai trouvé des femmes illégales, mais pas des femmes qui sont membres du collège de médecins, parce qu'il faut être un homme. C'est aussi une caractéristique que je n'ai pas évoquée, mais pour être agrégé, il faut être un homme. Mais on a des femmes à Lyon qui ont exercé. Il me semble qu'il y a eu un mémoire... je ne sais plus le nom, mais on a une femme assez célèbre à Lyon qui était... Ah mince, il me semble qu'elle était fileuse et elle s'est retrouvée... elle a enfin une marquise a financé finalement sa petite apothicarie et elle s'est retrouvée à exercer illégalement, mais un petit peu légalement parce qu'elle a été soutenue par cette marquise et elle a ouvert dans sa maisonnée une sorte d'hospice, un petit hospice, il faut l'entendre, mais elle accueillait des malades. J'ai perdu son nom, je suis vraiment désolée, mais il y a tout un mémoire qui a été fait sur cette femme illégale et d'ailleurs elle a été poursuivie par le collège de chirurgie et pas par le collège des médecins de Lyon, mais par le collège de chirurgie qui voyait en elle une concurrence encore déloyale. Et je suis vraiment désolée, j'ai perdu le nom. J'essaierai de le trouver tout à l'heure, peut-être pour vous le dire. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'illégales. Mais il y a des illégales à Lyon, des femmes. Et notamment, l'historiographie a été beaucoup renouvelée sur cette question. Vous pouvez trouver beaucoup d'articles ou de livres sur ces femmes guérisseuses qui sont par ailleurs présentes parce que Jean-Emmanuel Gilibert les cite, ces femmelettes. Encore un terme très péjoratif, bien sûr, mais en tout cas, elles existent et elles sont même très communes et souvent plus plébiscitées par la population parce que ce sont aussi des personnes de connaissance. Là encore, même en ville, on a ce système d'interconnaissance où on va préférer aller voir la vieille voisine qui va soigner plutôt qu'un médecin... qui est d'une autre classe sociale. J'espère que j'ai répondu à votre question, même si je n'ai pas exactement le titre du mémoire, désolée. D'autres questions? Oui, monsieur? On sait que l'émeute de 68 a entraîné la destruction de la classe de dessin qui était jointe au collège. Est-ce que les pièces du procès donnent des renseignements sur cette destruction?
Alors oui, il y a une mention qui est faite, notamment, il me semble qu'il y a une pièce qui est particulière, qui fait un état vraiment très précis de tous les meubles qui ont été détruits, et notamment aussi des destructions des portes et des fenêtres en bois. Alors je vais vous dire, sincèrement, je ne me suis pas attardée dessus. Voilà. Mais en tout cas, cette pièce existe, et c'est C12, je crois, aux archives départementales. C'est police C12 dévastation du collège de médecine. Et vous pouvez trouver une pièce qui justement parle de la salle de l'école de dessin. Oui, cette émeute de 1768 est d'une très grande complexité. Il faut savoir qu'en 1763, c'est la destruction des Jésuites, le terme est d'époque, et qu'ensuite se pose le problème de l'attribution pédagogique du collège de la Trinité et du petit collège, côté sur la rive droite de la Saône. Et après un certain nombre de débats sur les oratoriens qui s'en chargent. Or, les oratoriens ont une pédagogie radicalement différente de celle des jésuites. Leur public est également un public différent, et leurs positions par rapport aux grands débats théologiques sur la grâce et le jansénisme sont également complètement différents, et cela a totalement agité les élites lyonnaises. Bien, par ailleurs, il y a l'anecdote que vous avez signalée sur ce chirurgien qui voulait faire des greffes sur un prince manchot. Bon, évidemment, ça fait partie de la rumeur, mais la rumeur a un intérêt historique considérable. Et même si l'intendant écrivait au Conseil du roi qu'il s'agissait de, je cite, l'imbécile crédulité du peuple, en fait, les autorités judiciaires pensaient que cette émeute, elle n'avait pas été spontanée, mais qu'au contraire, elle avait été suscitée. Et ce qui motive les questions qui ont été posées dans tout le sens du terme aux suspects arrêtés sur les lieux de cette émeute. C'est quelque chose qui mérite véritablement d'être analysé d'un point de vue anthropologique, un peu comme Scarlett Farge a pu faire sur les enlèvements d'enfants, ou ce genre de choses. D'autres questions? Y a-t-il un médecin dans la salle? Plus de questions? Eh bien, il ne me reste qu'à vous remercier chaleureusement. Merci.